Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation à Discover My Job. Tu es donc institutrice primaire. Peux-tu m'expliquer la formation que tu as suivie pour arriver à ce métier? Oui, donc moi je suis institutrice primaire depuis maintenant 20 ans. Et donc j'ai fait des études ordinaires, donc enseignement général, dans le même établissement pour mes maternelles, mes primaires et secondaires. Et puis je suis allée à l'école supérieure où j'ai fait 3 ans d'études et où pendant ces 3 ans d'études, j'ai fait beaucoup de stages. Il y en avait beaucoup plus à mon époque que maintenant. Ok, tu fais des stages tous les ans? Alors, en première année, j'avais 3 semaines de stage. Donc, c'était des stages d'observation ou quelques petites séances pratiques. En deuxième année, j'avais 6 semaines de stage, à chaque fois sur 3 périodes de 2 semaines. Et en dernière année, ça c'était énorme, j'avais 3 fois 5 semaines de stage, ce qui correspondait à la moitié de mon temps à l'école normale et la moitié de mon temps dans des classes pour me professionnaliser, quoi. Ok. À la suite de tes études, quand tu es diplômée, est-ce que tu peux directement commencer à professer ou il y a des stages supplémentaires à devoir effectuer? Alors moi, j'ai fait mon stage dans une école, un de mes stages en dernière année, pendant 5 semaines. Je suis enseignante sur Bruxelles, où il y a une énorme pénurie. Et donc, j'avais été repérée par une institutrice chez qui j'étais en stage et par une directrice. Et donc, directement, j'ai même pas dû postuler. Au mois de septembre, j'avais une place à temps plein du 1er septembre au 30 juin. Ok, super. Ça, c'est quand même intéressant. Au C'est niveau... très intéressant et forcément après, si vous convenez, vous êtes reprise et il m'a fallu 3 ans pour être nommée. Et donc la nomination, c'est une sécurité d'emploi qui n'existe plus dans beaucoup de boulots, mais qui est vraiment de l'or dans la situation actuelle économique du pays, quoi. C'est une garantie d'emploi qu'on ne trouve plus beaucoup ou qu'on ne trouve pas facilement, quoi. Quand on dit nomination, enfin, être nommé, ça correspond à quoi en termes de sécurité? Ça veut dire que tu n'es pas remplaçable, que tu ne peux pas être licencié? Ça correspond à quoi? Pour être licencié, il faut déjà faire vraiment une grosse bêtise parce que je suis professionnelle du terrain, je vois des choses que je n'accepte pas vraiment et qui ne sont pas, euh, que je ne cautionnerai pas en tant que directrice ou que je serai beaucoup plus stricte. Et il faut déjà faire des grosses erreurs pour perdre sa nomination. Je veux dire, la nomination, c'est une sécurité d'emploi, c'est une sécurité de salaire. Mais voilà, ça sont positifs, mais je trouve que ça devrait parfois être revu, que ça ne devrait pas être des nominations à vie. Ça, c'est un autre sujet. Effectivement. Ton parcours professionnel, depuis le fait d'avoir été diplômé, tu es tout le temps resté dans le même établissement? Non, alors l'école où j'avais été reprise, j'avais dû faire un stage en enseignement spécialisé. Donc j'ai travaillé en enseignement spécialisé type 1 et type 8 durant 3 ans. Là, c'était une école de la ville de Bruxelles et j'ai souhaité changer de réseau. Et donc, je suis allée maintenant en école de la communauté française Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ça fait maintenant 16 ans que je suis dans le même établissement. J'ai D'accord. été nommée là après 3 ans. Mais attention, les nominations, ça dépend un peu des zones, ça dépend un peu des régions. Beaucoup de personnes qui, par exemple, de la région liégeoise, ne trouvent peut-être pas des places aussi facilement qu'à Bruxelles. Alors, ils viennent sur Bruxelles, ils se font nommer et puis ils essayent de retrouver une place dans leur région. C'est possible à faire tant qu'on est jeune et qu'on n'a pas d'enfants. C'est pas un souci de prendre le train, il faut pas en avoir peur. Et les écoles, c'est pas parce que je suis à Scarbeck que ce sont des écoles beaucoup plus difficiles que d'autres. Non, il y a d'autres richesses qu'on ne trouve pas dans des écoles plutôt de campagne, j'ai envie de dire. D'accord. Ici, moi, j'ai une question qui est peut-être un petit peu bateau, mais est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton métier? Parce que être instituteur, être institutrice, c'est pas que donner cours la journée. Il y a des Alors, avant et des après. c'est un métier très éprouvant, c'est un métier très fatigant. Ce qui est très fatigant, moi, personnellement, c'est le bruit. On est en permanence dans le bruit. Dans ta classe, tu dois essayer qu'il y ait le moins de bruit possible. Tu en as dès que tu te déplaces dans les couloirs, tu en as dès que tu es dans la cour de récréation. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, qui demande beaucoup d'organisation. Tu ne viens pas comme ça une journée sans avoir prévu tout ce que tu fais. Ça passe par des photocopies, ça passe par des stencils, ça passe par des démarches, par des recherches. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup de temps et tu peux donner ton temps à l'infini, mais il y a des moments où il faut aussi savoir
prendre un peu de recul, sinon c'est comme beaucoup de boulot, tu passerais toute ta vie là-dessus, mais il y a d'autres choses dans la vie. Effectivement. Est-ce que Voilà. tu peux nous décrire une journée type? Ben, une journée type, il ne faut pas penser qu'on travaille 6 heures sur notre journée et qu'on a 24 heures sur une semaine. Je prends un exemple, moi je suis titulaire en 5e, 6e primaire. J'ai donc 5 heures de néerlandais par semaine. Pendant mon heure de néerlandais, je ne vais pas discuter avec ma collègue ni aller boire un café. Je suis en train de corriger, de préparer. Je ne fais pas des corrections collectives, donc je fais beaucoup de corrections individuelles pour être sûre de cerner les difficultés de chaque enfant. Et ça prend beaucoup plus de temps, mais les résultats sont là, mais ça demande beaucoup d'investissement. Mhm. Mais tu as un horaire un petit peu type, genre tous les lundis matins je fais ceci, tous les mercredis matins je fais Alors, il y ceci. a des années où les enfants ont à l'horaire le menu du jour, où ils savent que tel jour, à telle heure, je donne par exemple nombre opération, qu'à telle heure, je vais donner analyse grammaticale. Maintenant, ça dépend un peu du profil de classe qu'on a. Parfois, il y a des classes où les enfants ont plus de difficultés, donc parfois c'est plus dur. Mais c'est clair que, par exemple, chez moi, le jeudi après-midi, c'est des ateliers, c'est bien spécifique. C'est clair que la journée est quand même soutenue avec des heures de gym qu'on ne peut pas déplacer, des heures de religion, des heures de néerlandais qui font partie de la vie quotidienne de l'école aussi. Il faut aussi pouvoir parfois aménager son horaire quand des collègues sont absentes aussi. Ça fait partie du travail. Je suis la première à aller prendre une classe si la collègue est absente pour le bien-être des enfants, parce qu'après, on a des enfants qui viennent dans des classes et qui s'ennuient et c'est pas très comique pour l'enfant, quoi. On n'est pas à l'école pour s'ennuyer, on est à l'école pour apprendre de ses erreurs, pour grandir et pour se construire. D'accord. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler des aspects positifs de ce que tu aimes particulièrement dans ton métier? Ben, la plus belle chose, c'est quand on fait l'analyse du travail d'un enfant après 3-4 mois et qu'on voit déjà l'évolution qu'il a par rapport aux exigences qu'on met, parce que je pense que dans l'enseignement, il faut énormément de rigueur et beaucoup d'exigences pour obtenir des résultats. Bon, l'enfant galère un peu, pagaie, et puis à la fin, vous voyez qu'il avance bien, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'un enfant peut vous faire, quoi. Bon, pour moi, personnellement, comme je suis en fin du parcours du primaire, mon plus beau cadeau, c'est quand l'enfant obtient son CEB. Mais quand j'ai travaillé dans les petites classes en première, deuxième, le plus beau cadeau, c'est qu'à la fin de la première, au-dessus de votre bras, l'enfant est en train de lire ce que vous écrivez dans le journal de classe. Donc, chaque année a ses richesses. Mais attention, enseigner en première primaire ou en 6e primaire, ce n'est pas du tout le même travail. Il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre, mais il faut quand même savoir qu'en primaire, vous vous engagez pour travailler 6 années. Ce n'est pas du tout la même chose que le préscolaire, où là, vous avez 3 ans. Donc, 6 années veut dire beaucoup de compétences et beaucoup de savoirs différents, quoi. D'accord, ok. Un petit bémol, quelque chose qui est un peu plus difficile à vivre dans l'enseignement? Les tensions entre collègues, c'est quand même un monde de femmes. Comme on dit, c'est quand même un monde de nénettes. C'est pas toujours facile. Je pense que je me plains pas du tout de mon travail. Je me plains parfois des conditions, des classes qui sont fort exiguës. Par exemple, en ville, les enfants n'ont vraiment pas beaucoup de place dans des cours de récréation. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait de la violence. Il faut se mettre à leur place. Donc, tout ça, c'est un peu difficile, quoi. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui est réservé aux femmes exclusivement? Non, justement, malheureusement, je n'ai plus de collègues masculins. On est une vingtaine de classes en primaire. Ça manque énormément. Justement, c'est bien d'avoir des collègues masculins pour apporter un peu autre chose, une autre optique, autre chose que des cancans, par exemple. Donc, voilà, je veux dire, les profs parfois qu'on a masculins, c'est plutôt des profs de gymnastique, quoi. Chez nous, alors peut-être des professeurs de religion, puisque ça aussi, c'est quelque chose de très, très difficile dans les horaires. C'est toutes ces confessions philosophiques où vous avez des religions islamiques, catholiques, protestantes, orthodoxes, morales. Et donc, c'est un aspect assez difficile de retirer telle heure l'enfant qui va à la religion protestante parce que le prof ne vient que le lundi dans l'école. Ça, c'est quelque chose aussi, j'ai oublié de le dire, d'assez difficile dans les journées, quoi. Ok, oui, on imagine les bouleversements que ça doit pouvoir créer dans un horaire. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions particulières pour effectuer ce métier? Alors, moi, je pense qu'il faut aimer les enfants, mais ça ne suffit pas. Il faut être très dynamique, genre avoir pratiqué les mouvements de jeunesse, avoir eu l'habitude de s'occuper des enfants.
Il faut, je pense, beaucoup d'imagination, il faut être un peu artistique. C'est très bien d'avoir d'autres cordes à son arc comme la musique, l'art, le bricolage, la peinture, tout ce que vous avez emmagasiné dans votre enfance, pour moi, va se ressentir dans votre activité professionnelle, même le contact avec la nature, pouvoir aller ouvrir les enfants à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Moi, un enfant ne sait pas spécialement d'où vient un haricot, quoi. Mais le fait que j'ai grandi dans la nature et de pouvoir semer avec eux, voilà, c'est des cadeaux de la vie que j'ai eu en moi, que je peux transmettre à mes élèves. Donc, je pense que l'enfance et ce qu'on a vécu avant va beaucoup jouer sur votre professionnalisme, quoi. D'accord. Merci. Et enfin, dernière petite question. Est-ce que tu aurais une phrase, un mantra que tu voudrais partager et que tu essaies d'appliquer au quotidien dans ton boulot? Mais c'est que chaque jour est différent, chaque jour apporte ses joies et ses peines, mais que c'est comme ça dans tous les boulots et qu'il faut retirer le profit, mais que les enfants voilà, vous font parfois oublier aussi certaines difficultés au quotidien et que c'est l'avenir de demain. Et voilà, j'essaie de faire au mieux pour l'avenir. C'est gentil, Sarah. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci à toi, Julie. Au revoir.